Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati Dans le cas de... causati da Je ne vois pas. conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune C'est un risposta documentaire que le pape est en train d'expliquer en rapport avec les violences qui causent l'immigration des chiens. promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in Il est en situazioni train d'expliquer qu'il y a beaucoup de millions de migrants économiques et des migrants de guerre. Il y a des femmes et des... Il y a aussi des millions de demandeurs d'asile et de déplacés. Il y a aussi des gens qui souffrent de trafic personnel humain. Nous devons assurer la liberté de tout ce monde. Proteggere non basta. Occorre Il faut protéger les réfugiés et les déplacés et les aider et promouvoir l'intégration. la promozione umana dei migranti La responsabilité de promotion de dalle migrants comunità di origine qui commence dans la deve communauté. essere garantito assieme agli C'est là que la promotion de l'intégration doit commencer. di non dover migrare. Et aussi pour les migrants forcés, Che non è l'intégration azione né et l'incorporation è un dans la progresso communauté. direzionale che si Il y a fonda des choses que je ne vois pas aussi. sul riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in Je crois prima que nous devons prendre des actions individuelles ou de groupe. All right. Yeah, So, thank you. Merci. Father Rafi. Rampe, you're still muted. Oh, sorry. Sorry, Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Right. Vous m'écoutez maintenant? We might need to make that, it's like, it's on our screens, it's still a bit cut off on the sides. Votre présentation n'est pas complète. Is that okay? De notre côté, Still, the text is still a little bit cut off. le texte est toujours coupé. Oh, I see what you mean. Je vois ce que tu dis. Let me do this.
How's it? No, that's worse. That's it. There you go. That's fine. Now my notes have disappeared. Okay, let me try and do this. I'm trying to retrieve my notes. J'essaie de retrouver mes notes. Hang on. Are we still there? On est encore là? Also here. Nous sommes là. The problem is I have my notes somewhere here. Le problème, j'ai mes notes quelque part et j'essaie de les retrouver. Is that okay? C'est bon maintenant? It's gone back to just having cut off a small C'est encore coupé, right-hand side. côté gauche, côté droite. Okay. Should be fine now, is it? Yes, it is. Et maintenant, ça va? Can I just check that others are seeing it? James, are you seeing it on your screen? Je veux voir si les autres voient ça. Better if it's displayed as a slideshow, but yes, we can see it as a full screen at the moment. I've got one person in the chat box who is not seeing the presentation. Il y a quelqu'un qui ne voit pas la présentation. Others can just confirm in the chat box that you are seeing the presentation. Vous pouvez confirmer dans la boîte à chat si vous recevez la présentation. All right, it seems to be okay now. Maintenant, ça va. People are asking for the full screen, but I think Les gens demandent. Les gens demandent qui est. We'll see how it goes. Okay. So right. So I've titled this presentation as legal aspects of advocacy for forced migration, the international legal framework and regime. J'ai donné ce document les titres de l'aspect légal et plaidoyer pour les migrants forcés. Il y a des termes qu'on va utiliser. Il y a des termes qu'on va... Dans le travail de plaidoyer, il y a deux points qu'on doit connaître si le pays a déjà accepté ou approuvé la Convention internationale, les traités, ou bien ils sont seulement ratifiés. Toutes ces terminologies doivent être comprises. Peut-être pour expliquer, pour dire que l'acceptance de Vienne en rapport avec les traités, quand le pays établit un... Si tu peux parler un peu doucement pour l'interprète. Je m'excuse, j'ai oublié pour l'interprète. Quand on parle de l'acceptance de protocoles et des traités et la Convention de Vienne, avec les lois de traité, ça explique les situations des différents États. Le pays doit être obligé de faire, d'accepter ou d'approuver ce traité. Ratifier les traités, c'est expliqué de la même façon. Je peux le mettre de cette façon-là. And then when we come to the concept of migration, I think quand ça vient au concept de migration,
Deux fois, ces termes, ces terminologies sont utilisées différemment. Deux fois, on explique ça en matière d'inclure les réfugiés ou bien les exclure. Quand on parle des réfugiés et des migrants, on parle de personnes qui a quitté son pays et allé dans un autre pays, qui a traversé des frontières internationales. Mais les réfugiés, c'est une personne qui a quitté son pays, spécifiquement, qui a fui des persécutions ou bien la guerre. Ça, c'est une compréhension globale. C'est important aussi pour nous de regarder les catégories, parce que quand nous faisons le plaidoyer, quelqu'un doit comprendre à qui nous faisons le plaidoyer pour, ou bien de quoi nous parlons. Nous parlons des gens qui se sont déplacés, les gens qui volontairement ont choisi de quitter un lieu à un autre. Le plaidoyer, on doit d'abord comprendre les catégories pour avoir un plaidoyer qui est effectif et stratégique. J'ai mis les liens, j'ai mis quelques, mais quand vous appuyez sur le lien en dessous, quand vous appuyez là-bas, vous allez trouver beaucoup de termes qui sont liés aux migrations pour bien comprendre le travail de migrants et de réfugiés. Avant de commencer, c'est aussi important de comprendre, de comprendre en tant que catholique pourquoi nous faisons ce travail. Nous regardons les valeurs de l'Évangile, la façon dont l'Église éduque ou enseigne, les différents points des catholiques. C'est aussi important de comprendre l'enseignement catholique. Ça fait partie des éléments de notre foi. C'est avec la relation entre les fidèles et l'Église. Ce n'est pas nécessairement l'éducation sociale, c'est aussi avec la théologie et la morale sociale. Et ce que le pape Bénédicte a dit dernièrement, en 2008, pendant la réunion des Nations Unies, avant qu'il finisse à faire le travail de pape, l'éducation sociale, les catholiques, c'est ce que l'Église fait, c'est que le pape ou le prêtre, on regarde l'économie et la justice sociale. Je regarde encore ce que Ban Ki-moon avait dit, c'est que nous avons maintenant, il y a un manque de solidarité. Ban Ki-moon, avant que son mandat finisse, il avait dit on a un problème de réfugiés et de déplacés. Mais au-dessus de là, c'est un grand nombre. Mais il y a aussi un problème de solidarité qui est vrai. Si vous regardez les plans de la législation, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a un mouvement qui est appelé burden sharing, qui fait la criminalisation des réfugiés. La solidarité est vraiment quelque chose de passé. Ça vient doucement, doucement, c'est devenu quelque chose
dépassé. Et dans le vidéo qu'on a vu, le pape a mentionné 4 choses. Pour moi, c'est important pour nous tous. Il a souligné qu'il y a des interventions sur les défis et la politique dans la communauté et dans l'Église. Nous tous, si nous regardons les 4 points que le pape a dit, les verbes que le pape a dit, pour moi, c'est comme ça que je vois les 4 verbes pour comprendre et voir comment on peut faire le plaidoyer en utilisant les 4 verbes que le pape Francis avait dit. Si on regarde le premier verbe, c'est la bienvenue. Et utiliser le lien légal des migrants et réfugiés, on voit certains instruments. Quelques des instruments sont là et d'autres instruments ne sont pas là. D'autres sont relevants et il y a d'autres qui sont là, mais on ne les a pas exclus, mais ils sont là. Si on regarde la bienvenue et on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tout le monde a le droit d'être dans une société et faire partie d'une société. Ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons aussi la Convention de Genève et il y a aussi le protocole de 1967, la Convention de l'Union africaine de 1969. Si on regarde les deux derniers, ils donnent l'exemple des réfugiés, mais deux fois c'est technique et limité. Mais la définition des réfugiés, si je regarde avec l'Union africaine, qui est presque semblable à la définition des conventions de Genève, qui vraiment ouvre, qui parle en large avec le point de bienvenue des réfugiés. La définition classique des réfugiés qui dit que c'est une personne c'est des gens qui sont forcés de quitter leur pays, mais la définition de l'Union africaine, ça va même au-delà pour montrer s'il y a une destruction ou bien occupation du pays, ou bien s'il y a un problème climatique. Ça ouvre, ça agrandit encore le point de bienvenue des réfugiés et des demandeurs d'asile. L'article 2, qui touche sur les demandeurs d'asile, l'Union africaine aussi utilise, il y a la législation qui dit que pour les réfugiés ou les demandeurs d'asile qui n'ont pas la volonté de rentrer dans leur pays, l'esprit de bienvenue, ça vient souvent dans la Convention de l'Union africaine. Le deuxième point, c'est protéger. Il a parlé aussi de la protection. Assurer que les réfugiés et les migrants ont le droit de dignité. Si on regarde encore dans ces instruments, il y en a beaucoup. On peut regarder dans beaucoup de ces instruments et on fait se familiariser avec ces différents documents légaux. Mais je veux toucher sur la Convention des droits de l'enfant
la Convention des droits de l'enfant qui parle prendre des mesures, de combattre, d'amener les enfants en dehors du pays. On a le problème des trafics d'enfants. Il doit y avoir un agrément bilatéral et d'être sûr que tout est mis en place, toutes les dispositions sont mises en place pour protéger l'enfant. Et on doit savoir où sont les parents et d'où viennent les parents pour protéger l'enfant. On regarde aussi la Déclaration internationale des droits de l'homme de 1948. Ce jour-ci, nous avons le problème des gens qui n'ont pas de nationalité. Et ce droit, c'est un des droits qui est le plus violé pour le moment. Les gens qui n'ont pas de nationalité. Si on regarde encore la Convention de la Déclaration internationale des droits de l'homme, dans différents pays et là où il y a l'institution de demandeurs d'asile, chaque personne a le droit de demander asile parce qu'il y a beaucoup d'hostilité dans beaucoup de gouvernements où le gouvernement ne veut pas prendre la responsabilité et cela devient un défi. Il y a aussi de ces défis qu'on est en train d'avoir ces jours-ci. Si on regarde les gens qui n'ont pas de nationalité, nous avons la Convention de 1954 et la Convention de l'Union africaine. En Afrique, nous avons la Convention d'Abidjan. Ce qui est intéressé avec la Convention d'Abidjan, ça appelle tous les gens de l'ECOWAS, les membres de l'ECOWAS, de réformer la discrimination ou bien des vides qui sont dans les manques qui sont dans leur législation, qui encouragent tout le monde de plaidoyer et de donner la nationalité à tout le monde. La déclaration d'Abidjan, ça démontre qu'ils puissent faire un plan d'action pour que tout le monde ait la nationalité. C'est un instrument régional que l'Afrique de l'Ouest, la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest ont répondu positivement à ces déclarations d'Abidjan. Parce que cette déclaration démontre que les pays puissent se porter garant à tous ces partisans de réduire le problème de gens qui n'ont pas de nationalité. C'est la Convention d'Abidjan qui... Il y a 12 des 15 pays qui ont signé cette convention de l'ECOWAS. Ce qu'ils ont accepté dans la convention d'Abidjan, c'est de résoudre le problème de l'Afrique. Par exemple, l'article 5 de cette déclaration, ça appelle l'Union africaine de préparer et d'adopter le protocole d'accepter le droit, que tout le monde a le droit à la nationalité. Pour moi, ça, c'est une progression pour protéger le problème des migrants et des réfugiés et des gens qui n'ont pas de nationalité. Il y a aussi des conventions des Nations Unies qui aussi parlent d'échanges
des humains et qui provoquent des crimes. Depuis 2002 et à 2004, ça encourage les pays ou bien l'État de ne pas faire le trafic humain. Ça décourage la criminalisation de faire le trafic humain. Chaque État doit adopter la législation ou bien mettre des mesures en place pour rétablir l'offense criminelle quand il y a des trafics humains. Si je rentre encore en Afrique, la Convention de Kampala, l'article 2 de cette convention qui donne les objectifs de ces campagnes et des mesures des régions d'arrêter ou d'éliminer ou de voir les causes des déplacés. Dans ce cas, peut-être le problème là, c'est ce qui cause que les gens puissent quitter le pays, aussi pour encourager ou travailler pour une solution durable pour les déplacés internes. Il y a aussi le problème des trafics humains dans l'article 3 de ces protocoles. Ça encourage de suppresser, de supprimer le trafic humain. Les membres de l'État sont encouragés de voir tous ces gens qui font les recrutements, tous ces gens-là qui font les transferts humains, ou bien les gens qui sont déplacés par force pour des raisons de la prostitution forcée ou bien des travaux forcés. Ce jour-ci, on entend des problèmes des organes. Maintenant, l'État doit punir ces gens qui sont dans ces syndicats. Et on doit protéger les migrants et les gens qui sont forcés de quitter leur pays. Sorry, I need to go to promote. So when you look at to promote, l'autre verbe c'était promouvoir. Le pape Francis a parlé de la promotion. On doit voir l'intégration, le développement de l'intégration des réfugiés et des migrants. Ça doit être, on doit promouvoir ce système. On doit voir aussi l'intégrité de l'être humain. C'est important pour nous de réaliser ce point. C'est bien stipulé. La dignité doit être promouvoir. À travers de cette promotion, par exemple, si on regarde la promotion de l'Afrique, dans l'article 6, ça montre que chaque enfant a le droit au nom, doit être enregistré. Chaque enfant a le droit d'une nationalité. Dans beaucoup de problèmes, parmi les réfugiés, les migrants, bien les gens sans nationalité, les enfants n'ont pas des certificats de naissance. Ils n'ont pas de certificat de naissance dans des pays où ils sont nés. Si on regarde dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce droit-là est vraiment violé. C'est très important que nous regardons dans ces documents. La Convention de l'Union africaine, dans l'article 6, ça parle des réfugiés qui doivent avoir les documents
le passeport pour voyager. Les gens ont été refusés d'avoir des documents pour voyager, les titres de voyage. Choses comme le titre de voyage. Je me rappelle, il y avait un réfugié qui on a refusé de lui donner le titre de voyage. Il avait une invitation d'aller participer à une conférence. Choses comme ça. Deux fois, vous trouvez les réfugiés et les migrants ont l'expérience de déni d'avoir le titre de voyage pour participer dans des conférences ou aller dans un autre pays. On doit mettre dans notre stratégie, dans notre plan stratégique national, le point des migrants et des réfugiés. Et ça a été montré que dans le COAS, ils ont dit que la migration, c'est quelque chose qui doit être suivi de près. C'est quelque chose qu'on doit encourager dans le continent. L'autre point, c'était l'intégration. Si on regarde la convention qui parle de l'enfant qui doit être enregistré juste après la naissance, si cela n'est pas encore fait, la plupart des enfants deviennent sans nationalité, sans pays, et ils manquent maintenant l'opportunité de l'éducation. Ils ne vont pas bénéficier l'intégration, le développement intégral. Ils ont un problème, ils ont le déni d'intégrer dans la communauté, les refus d'intégrer dans la communauté. Les gens, ils n'ont pas accès à des opportunités dans les pays où ils sont et devenir des humains d'une famille. L'intégration, c'est une des trois solutions durables du HCR. C'est important dans notre travail de plaidoyer. On doit avoir la promotion de l'intégration des réfugiés dans des communautés. Cela joue un grand rôle pour eux de se sentir à la maison, de se sentir intégrés dans la communauté. Il y a une culture commune entre les réfugiés et les gens du pays où ils sont. En conclusion, je crois si on regarde dans l'article 15 de la Convention de Vienne, le problème d'un pays pour qu'il soit obligé de respecter les traités qu'ils ont signés, ça doit être exprimé. Ça doit être exprimé par le pays qui a signé. Le défi que nous avons ce jour-ci, nous avons des pays qui ont ratifié ou qui ont accepté la Convention internationale. Ils ont accepté ils ont eu des agréments. Certains le font avec réservation. Par exemple, si vous regardez la Convention de Genève, il y a la permission des réservations. Par l'article 15 de la Convention de Vienne, des fois on dit que la réservation de convention, ça peut se faire. Si on regarde l'article 1 de la Convention de Genève qui montre la définition des réfugiés et l'article 33 qui parle de non-refoulement et ça parle aussi de non-discrimination.
même si le pays peut ratifier la convention, mais il y a aussi des réservations, mais il y en a deux qui ne sont pas négociables, le non-refoulement et le droit des réfugiés. Ce qui est encouragé, c'est de voir le problème des migrants globalement. Si un pays participe positivement et collabore positivement, il peut venir avec une solution pour protéger et aider les réfugiés et les migrants. Des choses comme l'union globale, ça peut aider, mais malheureusement, l'union globale, ce n'est pas un document vraiment qui est obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui cause des défis au niveau international en rapport avec le droit des réfugiés international où certains sont obligés et d'autres ne sont pas obligés. En conclusion, le 20 points d'action qu'on trouve dans l'Union globale des droits des réfugiés et des migrants, il y a des instruments qui nous aident à répondre positivement aux problèmes des migrants et des réfugiés. Il y a des équipements qui nous aident à répondre à ces défis. J'ai mis quelques sites où vous pouvez trouver toutes ces conventions importantes des réfugiés et des migrants. Avec ce mot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thanks, Rampe. Well, you are a priest, and we know that priests, when they preach, merci. Je sais que vous êtes prêtre et quand le prêtre explique, on sait qu'ils vont quelquefois. Carry on at this stage. I think we'll just go straight into your presentation. I just remind James, tu peux commencer avec ta présentation. Il y a beaucoup de termes duquel vous parlez et deux fois l'interprète doit avoir le temps d'interpréter parce que vous utilisez vraiment des mots techniques et ça peut affecter. Merci, je vais essayer de le faire. Est-ce que tout le monde peut voir la présentation? On est toujours dans l'aspect légal et plaidoyer des migrants et les instruments internationaux et des instruments nationaux. On va voir les sources de droit et les développements de droit, les statuts des migrants, quelques questions importantes qui concernent le droit national, le droit national et constitution et la provision légale des pays qui reçoivent des réfugiés, des migrants, et les principes à travers des législations, les cas de loi et non-refoulement et la non-pénalisation, la considération légale des migrants, le droit des réfugiés dans les pays. Merci. En termes de sources de loi, il y a beaucoup de sources qui incluent la Constitution, la législation, les statuts de législation, le droit commun, droit national, le droit international et le développement de droit.
well aware La of. plupart de ça, c'est des choses que vous connaissez. I'm now going on to the tenuous rights and status of migrants. So, Je vais parler des we know statuts about des the réfugiés, migrant les flows, préjudices, les droits préjudices de statut des réfugiés. Libya, Il y a places différents pays comme la Libye boats are returned, qui a beaucoup de capacités. sink, migrants Il y a le problème des réfugiés qui se noient, a category of migrants des who are bateaux qui... smugglers, there's smugglers, and particularly with COVID-19. Avec le problème de COVID-19, il y a eu beaucoup de réfugiés ou bien des personnes qui sont amenées dans d'autres pays à cause de ce COVID-19. Amener quelqu'un dans un autre pays, c'est un peu différent que de faire le trafic humain. Je ne vais pas aller dans le détail. Je voulais seulement mentionner cela. Les réfugiés attendent que d'autres pays, ils ont fui la guerre et la persécution, ou bien les non-appartenances. Dans quelques cas, les officiers, les militaires, la police, ils protègent des gens qui essayent de violer ou bien de tuer. On les protège. Nous voyons dans certains cas, par exemple à l'est de la RDC, il y a aussi les militaires qui sont complices dans certains cas. Nous voyons aussi des situations avec le gouvernement, les jeunes dans le gouvernement, par exemple au Burundi. Ces gens-là sont, ils sont dans le cause que les gens puissent fuir le pays. Nous regardons aussi les déplacés internes. Ça crée aussi les déplacements internes. Les gens hésitent d'approcher même les autorités. Les gens hésitent de passer par des frontières et approcher les agents de l'immigration parce que ils ont fui. Les gens qui ont fui peuvent les retrouver. Ça, c'est quelques exemples. En Somalie, en particulier, à Mogadischu et au sud Somalie, l'État n'est pas vraiment capable de protéger la population. On a aussi la situation au Cameroun, à l'est du Cameroun, là où il y a une tension entre les anglophones et majorité des francophones. Au Nigeria, nous avons vu il y a eu des persécutions avec le Boko Haram. Récemment, nous avons vu en 2017 les défis en Mozambique. Il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, ce qui produit les réfugiés. Beaucoup de gens qui traversent des problèmes, les frontières. Et parmi ces gens-là, on a des gens qui sont trafiqués. Il y a beaucoup d'éléments dans le trafic humain. C'est pour l'exploitation. On va parler de trafic humain s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Tout ça va? Oui, tout ça va bien. D'autres personnes qui quittent les pays, c'est pour des problèmes économiques. Ils cherchent
du travail, des études. Ils cherchent de bonnes opportunités. D'autres ont quitté parce que leurs maisons ont été emportées par l'érosion, ou bien il y a la sécheresse, les changements de climat aussi, les désastres naturels. Ça crée des déplacés internes qui quittent le pays. Et il y a des gens qui perdent leur nationalité et ils quittent ce pays-là pour aller demander asile dans un autre pays pour être reconnus. Quand on parle de demander, les gens qui demandent du travail ou bien une bonne vie en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, il y a la migration économique, par exemple, les Zimbabwéens, ils ont une permission spéciale à cause de la situation économique dans leur pays quand ils viennent en Afrique du Sud. Et on est en train de renouveler ces genres de permissions spéciales. Il y a des questions importantes qui émergent quand on parle de la provision légale de pays d'accueil. Je crois que vous pouvez regarder votre dans votre pays de loi qui parle des migrants. Les questions, on demande par exemple quel droit qui protège le droit de l'enfant. Est-ce qu'il y a le droit de l'enfant qui existe ou bien quel droit qui protège les enfants? Et quelle loi qui va de pair avec les réfugiés, les migrants? On doit assurer que les droits des réfugiés sont respectés et on doit être à mesure de voir que ces lois sont réalisées. Malheureusement, la communauté des réfugiés sont marginalisées et on doit avoir un plaidoyer effectif. Le droit des réfugiés n'est pas protégé et n'est pas promu. On doit faire le plaidoyer pour... on demande la question, est-ce que votre pays a l'acte des réfugiés? Est-ce qu'il y a l'acte d'immigration qui parle de migrants? Est-ce qu'il y a la législation qui parle de trafic humain? Et quelle est la législation qui parle des nationalités? Est-ce que les gens qui n'ont pas de nationalité, est-ce que c'est mentionné dans la législation? Est-ce que la législation permet les individus de devenir des citoyens de ce pays? Est-ce que les certificats de naissance, est-ce qu'il y a une législation qui parle de ça? Est-ce qu'il y a la législation qui parle de migrants et des enfants? Dans le contexte sud-africain, il y a un défi, un grand défi pour implémenter le certificat de naissance des étrangers. Par exemple, en Zambie, seulement 20% des gens sont enregistrés avec les certificats de naissance. Et cela, ça peut créer le problème où les gens n'ont pas de nationalité. Et la vulnérabilité ne fait qu'augmenter si tu n'as pas d'acte de naissance.
Et l'autre question, c'est est-ce que votre pays a une constitution qui parle ou qui protège le droit des migrants? Est-ce qu'il y a les législations là qui parlent des migrants économiques ou bien des migrants qui viennent chercher du travail ou bien qui viennent chercher du travail? Est-ce que la législation, il y a des lois qui protègent ou qui donnent l'égalité, la dignité, droit à la vie et ne pas être torturé ou une situation inhumaine ou des mauvais traitements? Est-ce que il y a les réfugiés ou bien les demandeurs d'asile, ils ont accès aux avocats qui peuvent les représenter ou bien les gens de droit qui peuvent les représenter? On peut faire une application, faire le plaidoyer pour mettre ce genre de législation ou de loi, que ce soit national. Si on regarde le loi de gens qui n'ont pas de nationalité, et les pays peuvent ratifier des conventions, mais après des années, comme l'Afrique du Sud, depuis 2011, ils ont signé la convention de gens qui n'ont pas de nationalité. C'est important de faire le plaidoyer pour ça. Dans n'importe quelle position où la loi d'un pays, on doit faire le plaidoyer pour que le travail ou bien le droit des réfugiés soit respecté. La Constitution et la Cour suprême ou la loi suprême de terrain en rapport avec la Constitution sud-africaine, il y a des provisions. Il y a le droit d'égalité, dignité, éducation, sécurité, accès au parquet, c'est donné à tout le monde, inclus les réfugiés et les migrants. Et le droit là, ça implique les valeurs. Les valeurs. Si vous regardez la constitution de Zimbabwe de 2013, la constitution suprême, la suprématie de la constitution, section 36, s'il y a un enfant qui est retrouvé en Zimbabwe, qui est en dessous de 15 ans et la nationalité des parents n'est pas connue, c'est présumé que cet enfant devienne zimbabwéen. Pour les personnes qui sont reconnues en parce que cette personne sera à risque de ne pas avoir une nationalité. Le droit à la liberté le droit de liberté. Chaque personne a droit de liberté. S'applique à toutes ces personnes. Le droit à la liberté. Il ne doit pas y avoir des discriminations. Et là, on parle de tout le monde, inclus les réfugiés et les migrants. Dans les pays où il n'y a pas de protection, il n'y a pas une législation qui protège les... Ou bien cette législation n'est pas vraiment implémentée en bonnes conditions. Si je reviens encore à la section 53 qui dit chaque personne a et donc, il le est écrit droit, que chaque personne a droit à être protection et chaque ne pas personne être a le droit de ne pas discriminatoire. de ne pas être discriminé ou traité avec discrimination.
Et ils ont surligné la nationalité. Même si tu es d'une autre nationalité, tu ne dois pas être discriminé. Pour ne pas être victime de discrimination en rapport à sa citoyenneté. À En propos termes de de législation et des statuts, je vous ai donné quelques exemples. Dans le si on contexte regarde le sud-africain, contexte de l'Afrique du Sud, les le éléments point clé clés que je voudrais faire vous montrer, il y a quelques points, quelques parties des législations qui parlent qui sont des seulement, demandeurs d'asile et de migrants, mais il y a d'autres législations qui n'ont pas d'impact sur les réfugiés et les migrants. Tandis que d'autres éléments Par exemple, à d'autres il y a la provision lois, de la procédure criminelle où donc, vous allez trouver les migrants sont arrêtés et ils ont le droit d'être représentés. Ils ont le droit à être ils doivent apparaître au tribunal. Donc, c'est assez intéressant, mais un peu frustrant en même temps de voir qu'en Afrique du Sud, jusqu'en 2017, les droits qui assuraient que les personnes devaient être devant un tribunal dans les moins de 48 heures ne sont pas donnés aux migrants. Et des personnes étrangères donc, se retrouver en prison pendant plusieurs semaines ou plus longtemps. Il y a eu heureusement plusieurs cas qui ont mis fin à cela. Un cas qui est arrivé devant le ministre des Affaires internes, ministère interne. Nous avons la loi sur les réfugiés de 1998, la loi sur la consommation, sur la protection des consommateurs et aussi je reviendrai sur les prochaines lois plus tard dans ma présentation. Donc, la loi sur la protection des consommateurs, le droit sur la protection de l'éducation, la loi sur la protection contre l'éviction. Nous connaissons la loi, mais nous savons qu'en pratique, en Afrique du Sud, beaucoup de réfugiés, de migrants et de demandeurs d'asile se sont parfois confrontés à ne pas avoir accès à l'éducation pour leurs enfants ou ceux-ci sont expulsés de l'école lorsque les paiements ne peuvent pas être faits. Le traitement est injuste dans le contexte du travail et ils sont parfois licenciés. Or que tout ça est sous la protection de la Constitution et du droit du travail. Le droit du travail est protégé sous tous les actes de la loi sur l'emploi. Il y a aussi l'acte sur l'immigration et le droit à la citoyenneté qui inclut celui d'enregistrer les naissances et les décès. Donc, voici quelques exemples de législation et vous voudriez peut-être faire observer les lois dans votre contexte à vous. Sur la définition à propos la définition de la réfugiée, je ne vais pas tout mentionner parce que nous l'avons déjà vu dans la présentation précédente, mais je voudrais mentionner que dans la définition qu'il y a eu la définition de 1951 et
La deuxième définition de l'Union africaine de 1959 diffère de 1969. Je voudrais donc parler un petit peu plus de ce que sont les définitions si quelqu'un a des questions. Aussi à propos de prouver de prouver la valeur du statut de la personne. Donc, c'était à la personne qui doit prouver qu'elle a le droit d'être réfugiée. Et le processus était comme un interrogatoire. Ce qui est aussi intéressant à propos des réfugiés dans la situation, c'est que ils sont dans une situation tellement sérieuse et dangereuse qu'il y a des ramifications très importantes s'ils n'étaient pas acceptés. Et cela n'est pas en rapport en fait avec la question de criminalité, sur la criminalité par exemple, parce que si il est juste possible que la personne sera persécutée, ça compte pour que la personne puisse être reconnue en tant que réfugiée. Donc, sur le principe de non-refoulement des réfugiés, donc, qui doit être mis en pratique dans le contexte local. C'est un mot français, donc le non-refoulement, et qui englobe plus que le non-retour des réfugiés. C'est à propos des personnes qui seraient extraditées ou qui seraient renvoyées. Donc, comme exemple, donc si vous faites partie, si vous êtes donc reconnu en tant que réfugié, vous ne pourrez pas être renvoyé dans votre pays. En tant que loi locale et loi internationale, un réfugié ne peut pas être renvoyé dans un pays où ses droits seront dans certains cas, les gens n'ont pas dans certains cas, les gens n'ont pas confiance à l'État et donc si une personne essaie d'obtenir le statut de réfugié de manière illégale, ceci pénaliserait beaucoup de personnes qui ont le droit d'être réfugiées et se retrouvent à se retrouvent à ne pas avoir accès aux mêmes droits en évitant les frontières. Donc, la loi dit que une personne ne sera pas poursuivie si elle arrive dans le pays de manière illégale, si elle a le droit d'être réfugiée ou de recevoir l'asile. Je pourrais expliquer cela un peu plus s'il y a des questions à ce sujet. Je voudrais aussi passer maintenant à la prochaine diapositive à propos de la Zambie. Donc, les droits des migrants sont protégés par la Convention de 1951. Et cela dit que les réfugiés pourraient être arrêtés à cause d'avoir pénétré le pays de manière illégale. Mais pour l'Afrique du Sud,
la loi maintenant suit l'Afrique du Sud et qui dit que malgré que dans la provision de la partie numéro 5, la prosécution, voilà, donc la prosécution ne sera pas poursuivie contre une personne qui est entrée de manière illégale et sans l'autorité. Si la personne est devenue est reconnue comme réfugiée. Donc, il est important de voir dans le contexte du non-refoulement, c'est de protéger, de prévenir la prosécution, de ne pas pénaliser légalement la personne. Dans la loi en Afrique du Sud, en Zambie et dans plusieurs pays, ceci est inclus. L'État, donc la condition d'être apatride, ce sont des personnes qui ne sont pas reconnues en tant que citoyens d'aucun pays. Et c'est le droit d'avoir des droits, d'être reconnu. J'ai inclus un lien cette campagne qui s'appelle Abidjan, donc j'ai une appartenance pour contrer la situation où des personnes n'ont pas de citoyenneté et sont apatrides, mais ont quand même le droit d'avoir une appartenance. J'ai aussi expliqué qu'il pourrait y avoir des ramifications pour les générations prochaines, parce que si, par exemple, la mère est apatride et qu'elle a un enfant, cet enfant sera aussi apatride et ainsi de suite pour les générations qui suivront. Donc, comme exemple, à Madagascar et cette unie ont toutes les deux des droits qui permettent à un seul des parents de donner sa nationalité, ce qui est donc contre le droit du genre, parce qu'un seul est reconnu. Plusieurs de pays africains n'ont pas encore ratifié le droit sur les personnes apatrides. Donc, vous pourriez vérifier dans votre pays aussi, surtout avec Caritas et la Convention sur les personnes apatrides. Et en particulier, la loi nationale afin de mettre fin à l'état apatride des personnes. En étant apatride, pardon, la campagne sur l'apatride est assez récente, et ces personnes sont souvent ou étaient toujours exclues et donc de protection et aussi donc dans le contexte de la pandémie. Donc, nous faisons appel aux États, bailleurs de fonds et aux autres acteurs qui ont des enjeux dans cette situation pour protéger les droits des personnes sur le contexte du coronavirus. Donc, il est important que nous comprenions ce que c'est. C'est-à-dire le recrutement, le transport, le transfert de personnes en les menaçant ou en utilisant de la force contre eux ou en les exploitant par de l'argent ou de manière matérielle. C'est un grand problème multinational qui est lié
qui est lié au commerce des armes. 40 pays sont signataires de la Convention de Kampala, mais très peu ont mis en place des structures pour les protéger. Toujours en rapport avec l'État apatride, dans la déclaration de Abidjan, certains pays ont signé et implémenté la loi sur les personnes apatrides. Donc, pour les lois nationales, dans l'article 24 de la déclaration, il y a un appel pour mettre en œuvre des plans d'action. Le Nigeria et Sierra Leone ont adapté des plans d'action pour mettre fin à l'État apatride. Et 45 000 personnes qui étaient apatrides ou risquaient d'être apatrides depuis la déclaration. Maintenant, il y a 32 000 certificats de naissance qui ont été donnés à ces personnes. Et ceci est fantastique. Et ça, c'est le genre de choses que nous devons promouvoir pour mettre fin à l'État apatride sur le continent. J'ai mentionné donc l'État apatride dans le contexte de la Zambie et maintenant à propos du Ghana, qui est signataire de la Convention de 1951 et des protocoles de l'Union africaine contre le trafic humain, surtout des enfants et des femmes, ainsi que des crimes organisés transnationaux. Le Ghana a trois lois, donc l'acte sur l'immigration et deux autres qui sont liées. Je vais m'arrêter ici. Je pourrais aussi bien sûr parler de la protection des réfugiés en Afrique du Sud à propos de droits et de la responsabilité des réfugiés et surtout dans le contexte des plaidoyers sur les réfugiés. Certains points ont été enlevés. Il y a des protections dans la Constitution sur le droit à la santé, à l'éducation et le gouvernement a rédigé des lignes directrices sur le droit à la santé. Les réfugiés ont droit à des subsides s'ils sont reconnus en tant que réfugiés et aussi les droits des enfants. C'était une vue d'ensemble. Je voudrais vous remercier. Je vous remercie tous. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci James, merci Rampé. Vos présentations étaient très détaillées. Et j'aimerais vous rappeler à tous que nous allons faire circuler ces présentations. Il vous faudra les utiliser parce que vous pourrez les utiliser comme ressources et références dans les informations dont vous avez besoin. Il y a donc 2 questions jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez les retrouver dans le groupe chat.
Je voudrais retourner vers la question de Sylvestre du Cameroun qui demande que devrions-nous faire lorsque les gouvernements ont ratifié. Est-ce que les gouvernements doivent d'abord ratifier les conventions et les traités avant? Please sign up for our newsletter at CPLO.